Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. En direct sur Décideur TV et Made in Est tous les mercredis à 12h30. Comme d'habitude, je vous invite à poser vos questions sur le chat à côté de cette vidéo à nos invités du jour. Nous recevrons tout à l'heure le fondateur de la start-up MobiPark. Si vous avez des problèmes pour vous garer en ville, c'est la solution qu'il vous faut. Mais avant cela, c'est le talk de ce live startup. Bienvenue pour 30 minutes en direct consacré à l'entrepreneuriat. Ce soir a lieu la deuxième Startup Keynote organisée par Made in Est et Learn Assembly sur le thème les relations entre les grands comptes et les startups. Eh bien, je vous propose aujourd'hui d'ouvrir le débat avec Nathalie Boulanger. Bonjour Nathalie. Bonjour Kevin. Alors votre titre c'est directrice Orange Startup Écosystème. Ça fait OSE. OSE, voilà, nous osons travailler avec les startups. Est-ce que vous pouvez nous dire en gros en quoi est-ce que ça consiste et qu'est-ce que ça englobe? Parce qu'Orange et les startups, il y a beaucoup de relations. Alors justement, Orange et les startups, il y a beaucoup de relations et ce qu'on a décidé au mois de septembre, c'est de réunir l'ensemble des équipes qui travaillaient avec les startups de façon à être plus cohérent, je dirais, et plus efficace dans notre relation avec les startups. Alors du côté entrepreneur, on a invité Hugo Latargère, je ne me suis pas trompé, le cofondateur de Reminis. Bonjour Hugo. Bonjour Kevin. Alors pour faire simple, Reminis c'est un peu le Shazam de la vidéo. On va voir d'ailleurs une démo qui va s'afficher à l'écran pour bien comprendre ce que c'est. C'est de la reconnaissance faciale de célébrités, c'est ça? C'est exactement ça. Alors nous on fait de la reconnaissance faciale avec un fort taux de succès et dans un premier temps on va développer une application qui va permettre de reconnaître n'importe quelle célébrité. Voilà comment ça marche. Tout d'abord, lancez l'application et pointez votre smartphone sur la célébrité que vous recherchez. WooZat vous propose ensuite de sélectionner le visage à identifier. Grâce à la 4G de Bouygues Telecom, l'identification se fait instantanément. Vous découvrirez ensuite sa biographie, ses derniers tweets, ainsi que dans le cas d'un acteur de cinéma, ses vidéos associées. La rapidité de la 4G rend transparent le chargement d'une vidéo et la lecture commence immédiatement. Voilà comment ça marche. Avec Microsoft, mais aussi Tout d'abord, Télécom, lancez l'application. Dans l'émission. Exactement. Alors l'idée de cette émission, c'est justement pas faire de la guerre entre Orange et Bouygues, hein, c'est pas du tout le thème, pas du tout. Plutôt c'est de voir comment est-ce qu'on peut faire pour bien travailler avec des grands groupes quand on est entrepreneur et réciproquement quand on est dans un grand groupe. On attend évidemment toutes vos questions à ce sujet. Première partie sur les motivations, je commence avec vous Hugo. Oui. Est-ce que c'était une volonté dès le départ de vous associer à un grand groupe? Parce que je rappelle que vous avez monté votre projet en intégrant le programme d'incubation de Microsoft. Vous, travailler avec les grands groupes, c'était dès le début, ça faisait partie de votre C'était une volonté forte parce qu'en fait, nous, on a une grosse partie technique et on avait aussi des besoins techniques. Alors, comme on est start-up, on est jeune, on n'a pas le temps de tout faire. Ouais. Et le programme de Microsoft permettait donc d'avoir aussi cet appui pour créer son produit, pour la partie technique, mais aussi la partie business, car grâce à ça, on a pu rencontrer de nombreuses personnes, des partenaires de Microsoft, et ainsi pu rencontrer des personnes pour nous aider à développer notre partie business. Est-ce que vous vous posez la question à un moment donné, est-ce qu'on le fait de manière indépendante ou est-ce qu'on s'associe avec un grand groupe? Est-ce que ça s'est posé entre associés la question? Pas très longtemps, parce que partir sans grand groupe ou sans incubateur, c'est assez difficile parce qu'on n'a pas cette visibilité qu'un grand groupe peut vous offrir. Et derrière, comme je vous l'ai dit, on n'a pas toutes les ressources pour développer notre produit. Donc là, on a des appuis des partenaires pour ça. Alors, du côté de Orange aussi, vous avez lancé, vous, des incubateurs avec… Accélérateurs. Accélérateurs. Alors oui, attention, c'est pas les mêmes mots. Donc, un premier dans la Silicon Valley. Tout et là, à fait. vous ouvrez, qui est lancé en mars dernier, je crois. Voilà, on a lancé en mars dernier donc, un programme d'accélération dans la Silicon Valley, Orange Fab, qui a très bien marché. Et du coup, on l'ouvre là maintenant en France et dans le sud-est asiatique. Et on va l'ouvrir également au premier semestre en Israël et en Pologne. Alors, on dit souvent que travailler avec une start-up, c'est un peu retrouver l'âme d'enfant du grand groupe. Est-ce que c'est une manière d'innover pour vous différente? Oui, tout à fait. Je pense qu'on peut tout à fait conjuguer les talents des grands groupes et des startups. Je pense que les grands groupes, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, en fait, ont des forces des technologiques, marketing, une très bonne connaissance des marchés, design, des bases clients qui sont importantes. Les startups ont une agilité et
que c'est vrai que quelquefois les grands groupes peuvent être un peu lourds parce qu'ils sont gros, mais c'est aussi parce qu'ils sont gros qu'ils ont ces forces. Et je pense qu'en conjuguant ces forces des grands groupes et l'agilité des startups, on peut faire de grandes choses. Est-ce que justement travailler avec des startups, c'est pas une façon d'externaliser l'innovation et donc aussi les risques qui sont liés? Non, pas du tout. Je pense qu'on a choisi au sein d'Orange d'investir de façon importante dans le domaine de la recherche avec 5000 chercheurs un peu partout dans le monde. Et pour nous, l'innovation, c'est vraiment quelque chose de clé. Mais on est bien conscient que dans ce monde qui évolue très vite, on est beaucoup plus fort ensemble et qu'on a intérêt à travailler tous ensemble pour offrir le meilleur du digital à tous nos clients. À vos clients, oui. Elliot nous propose, alors pour citer un peu le contexte, quelles sont les startups accompagnées par Orange? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Il y en a effectivement beaucoup, donc je n'ai pas vous citer la liste, mais voilà, tout à l'heure on parlait effectivement, donc Dailymotion, c'est une filiale du groupe et c'est une belle réussite. Il y a également la belle réussite de Deezer, dans lesquels on a une petite participation, mais surtout on a fait un partenariat avec eux où à la fois pour nous, ça nous permet d'avoir une offre différenciante pour nos clients avec toute votre musique en illimité et à la fois pour eux, ça leur a permis d'accéder à une base cliente et du coup, ça s'est traduit pour eux pour un grand développement et je pense que c'est typiquement l'exemple d'un partenariat gagnant-gagnant entre un grand groupe et une start-up. Alors on va s'intéresser maintenant au fonctionnement très concret. C'est l'idée de cette émission, on va voir vraiment comment ça marche sur le terrain entre guillemets. Hugo, vous êtes entré en relation avec Bouygues par le biais d'un concours, c'est ça? Exactement. Que vous avez gagné, le challenge de la meilleure startup 4G. Vous avez gagné le premier prix. Exactement. Comment ça s'est passé concrètement? Ça s'est tout d'abord passé par l'envoi de la vidéo que vous avez pu voir au début. Donc grâce à ça, on a rentré en contact avec ces personnes et ensuite on a pu présenter notre business model et notre business plan aux différents collaborateurs du groupe Bouygues. Et après, par sélection et par motivation, en fait, c'était le concours de 4G, donc c'était favoriser l'usage de la 4G par des usages innovants. Et donc notre produit qui utilise fortement en fait, la 4G pour l'envoi d'images et de la reconnaissance, on a pu gagner ce concours. Donc c'est un chèque de 40 000 € et également ça vous permet de travailler avec Bouygues pour intégrer, alors vous dites si je me trompe, votre service au box B-Box? C'est en cours de discussion, mais effectivement suite à ce concours, le but pour Bouygues bien sûr c'est aussi de voir quel partenariat ils pouvaient faire avec nous et les différentes autres startups. Et oui, enfin, c'était pas juste un chèque de 40 000 €, mais c'était aussi pouvoir voir la synergie qui pouvait se faire entre les deux grands groupes. Parce que même si Bouygues et Orange aussi favorisent l'innovation dans leur domaine, certaines problématiques qui peuvent surgir, ils n'ont pas forcément la visibilité. Nous, en tant que start-up, on répond à certaines problématiques clés qui sont inhérents à des petits domaines. Et concrètement, qu'est-ce qui vous apporte au quotidien? Quels sont les grands apports clés que vous pouvez noter? Alors Bouygues ou aussi Microsoft, ça peut être, je vais reprendre encore Bouygues parce que déjà, on a pu intégrer le ApplyDesk, qui est un forum Bouygues interne à Bouygues. Donc on a pu rencontrer de nombreux collaborateurs Bouygues avec qui on a pu partager les idées et voir comment on pouvait développer notre business avec eux. Ça pouvait être, comme je vous l'ai dit, pour la partie B2C, mais pour aussi la partie B2B, donc des visions que nous n'avions pas au début. Et donc c'est vrai que cette visibilité qu'on a eue en interne chez Bouygues, c'est un peu comme intégrer la grande entreprise, mais sans vraiment l'intégrer. C'est aussi ce bon côté. Hubert justement nous pose une question. Avez-vous constaté une hausse d'activité dès le début du partenariat ou est-ce que c'est plus long? C'est récent, c'est encore… C'est encore récent. C'est vrai que du coup, suite à cela, beaucoup de choses se sont goupillées. On a eu plein de retours, on a eu différentes visions de différentes personnes. Ça permet d'accélérer le process, de beaucoup de process. Après, on a rencontré d'autres partenaires grâce à ça. Et donc, oui, pour répondre à la question, la réponse est claire, oui. Vous, dans les les accélérateurs Orange Fab, comment est-ce que ça fonctionne en fait? C'est un programme de combien de temps, destiné à qui et concrètement, qu'est-ce que vous apportez aux startups? Alors, donc les Orange Fab, c'est un programme qui dure 3 mois, donc qui s'adresse à des startups qui ont déjà un produit et service développé ou en tout cas une bêta avancée. Et en fait, ce qu'on se propose pendant ces 3 mois, c'est de les aider dans la phase de commercialisation ou d'aller à l'international, qui sont toujours des phases un petit peu
critique pour une start-up et donc on les accompagne dans cette phase-là avec et donc derrière ça leur permettra d'avoir des revenus et avec ces revenus ça leur permettra d'autant plus facilement de lever des fonds. Vous avez des mentors, vous avez donc des voilà, donc personnes on a un programme de mentoring, de masterclass et dans les mentors, il y a à la fois des mentors externes bien sûr, mais également des mentors internes parce que je pense que c'est important qu'on puisse associer les business units du groupe à ce programme pour que derrière les partenariats aient vraiment lieu. Donc soit avec une business unit du groupe, soit avec une business unit d'un grand client du groupe pour que vraiment ça se fasse. Alors je vais prendre deux questions de Guillaume et de Justine qui se recoupent. Alors Guillaume nous demande est-ce qu'Orange investit ou rachète des startups? On a vu que oui avec Dailymotion et Deezer. On va peut-être parler plutôt de votre programme d'accélération. Justine nous demande Orange garde-t-il toujours une participation dans les startups qui l'accompagnent? Ma question c'est est-ce qu'il y a une participation financière en plus de l'accélération? À travers le programme d'accélération, donc on offre évidemment le programme de mentoring, aussi coworking space et puis des convertible notes. Donc de 20 000 $ à San Francisco, 15 000 € à Paris, donc on est à peu près sur les mêmes montants financiers. Ce qui est important pour nous, c'est d'avoir la possibilité, enfin que la start-up nous propose au moment de sa levée de fonds, de faire partie du tour de table. Après, on n'ira pas forcément tout le temps, et c'est pas l'objet non plus, mais on se garde cette possibilité-là. Toujours en accord avec la startup. Alors j'imagine, c'est une question que je poserai après Hugo, mais vous sélectionnez vos startups en fonction également de vos intérêts par rapport à vos clients, c'est ça? Tout à fait, puisque on veut vraiment que les mentors, ce soient des personnes, des business units, donc c'est vraiment, l'idée c'est d'offrir plus d'innovation à nos clients ou également d'améliorer nos process en interne pour être encore plus efficaces au service de nos clients. Un petit conseil à donner, c'est des personnes par exemple qui veulent rejoindre l'Orange Fab. Alors pour l'Orange Fab de Paris Sud-Est Asiatique, San Francisco, c'est terminé. Je vous coupe, Ami nous demande quels sont vos critères de sélection de start-up justement. Donc là on peut revenir sur la donc les critères de sélection, ça va bien être justement sur l'aspect innovation que ça apporte et puis l'aspect qu'on pourra travailler ensemble, qu'on pourra derrière soit offrir un service innovant à nos clients, soit ou un de nos grands, par l'intermédiaire d'un grand compte client d'Orange, ou d'améliorer nos process. D'accord. Vous Hugo, comment ça se passe avec Bouygues? Est-ce qu'ils vous disent voilà, nous on aimerait bien que vous nous fassiez tel service, ou quels sont les rapports, enfin est-ce que c'est sachant que nous qu'il y a un rapport de force en fait entre vous deux? Pas du tout, moi je trouve vraiment pas du tout parce que déjà nous sommes encore en early stage, donc pour l'instant notre partie technique n'est pas encore terminée. Et grâce à Bouygues, en fait, on peut voir comment on peut s'intégrer à un grand groupe, ce qui n'est pas forcément facile, que ce soit par des process compliqués, que ce soit des problèmes de législation aussi. Donc ça nous permet aussi d'avoir cette vision dès le début et de répondre à nos besoins techniques, enfin de modifier notre côté technique dès le début grâce à ce grand groupe et à cette vision. Combien de fois est-ce que vous les voyez par semaine, les gens de Bouygues? Pas tous les jours non plus. Pas tous les jours, non. Vous ne travaillez pas chez eux directement? Non, pour l'instant, on n'a vraiment rien avec eux. Pour l'instant, c'est juste on est en discussion. Nous sommes toujours chez Microsoft Venture et nous ne sommes pas figés chez Bouygues, nous sommes encore en discussion avec d'autres partenaires. Et nous les voyons de temps en temps, mais encore une fois, c'est encore un début, donc je ne peux pas trop en parler. Pour les entrepreneurs qui nous regardent, quels sont les conseils pour commencer à travailler avec un grand groupe? Comment est-ce qu'on fait pour justement entrer dans quelles sont les portes d'entrée? Parce que c'est vraiment le problème des grands groupes où il y a plein de gens, il y a plein de services. Voilà. Quels conseils vous donneriez si on souhaite entamer une relation avec un grand groupe en tant que start-upper? Hugo, par exemple. Moi, déjà, de conseiller d'intégrer un incubateur d'un grand groupe, c'est toujours, même si c'est un peu un mastodon, un diplodocus qu'on rencontre en fait. Non, pas dans le sens lenteur, mais dans le sens il y a beaucoup de collaborateurs à l'intérieur et du coup on ne sait pas toujours la personne. C'est ça. Et du coup, rentrer dans un incubateur qui appartient à un grand groupe, c'est déjà un point d'entrée, un point de contact avec qui on peut communiquer, qui va faire tampon avec après les différentes business units. Donc c'est déjà très important pour ça. Et après, ne pas hésiter à rencontrer aussi, que ça soit, je prends encore l'exemple de Microsoft Venture, de rencontrer au moment des différents forums ou des salons, ou quand il y a des gens qui viennent pitcher, d'aller les discuter avec eux pour avoir des feedbacks, c'est vraiment un point d'entrée.
Même question, comment est-ce qu'on fait pour rentrer? Alors, chez Orange, en fait, c'est pour répondre à cette question qu'on a créé cette équipe OSE, donc Orange Startup Écosystème, justement pour avoir un point d'entrée pour les startups, et je pense qu'effectivement, c'est important. Ce que je voulais dire aussi peut-être, c'est que dans la façon pour travailler donc, avec les startups, on a mis en place, donc il y a ce programme Orange Fab qui est un programme d'accélération, on a mis en place aussi certain nombre d'API qui permettent justement aux startups de se brancher sur notre réseau, je dirais, pour proposer des services. Et à travers le Cloud Pro, le Cloud Grand Public, on a beaucoup de façons justement de travailler simplement avec les startups et c'est ce qu'on essaye de faire et qu'on essaye d'améliorer toujours. Alors Amine nous demande, est-ce que, citez-moi des exemples de partenariats startups grands groupes qui ont fonctionné. Est-ce que vous en connaissez Eh bien, tout à l'heure, on parlait Deezer. Franchement, je pense que c'est un bon exemple de partenariat qui a bien fonctionné. Mais bon, je ne vais pas monopoliser non plus. Alors, je reprends une autre question de Amine. Il y en a trois, donc on va reprendre à la suite. Quelles sont les contreparties? Est-ce que, du point de vue de la startup comme du grand groupe, est-ce qu'il y a des contreparties dans ce type de relation? Ah ben là, après, bon, il y a des négociations, bien sûr, hein, et donc je dirais qu'on a des, quand je parlais par exemple des API, etc., donc on est dans quelque chose qui est assez normalisé, et donc où les Orange Fab, hein, on est dans des process assez normalisés. Après, on va avoir des négociations au cas par cas, et donc c'était évidemment le cas. Bon. Hugo, est-ce qu'il y a des contreparties dans les grands groupes que vous avez rencontrés? Est-ce qu'on vous a dit, voilà, on aimerait bien avoir un retour sur investissement, ou du moins c'est un avantage pour nous à terme? Tout d'abord, c'est souvent, la contrepartie, c'est qu'eux veulent souvent avoir un partenariat, bien sûr. Leur but, c'est aussi d'utiliser notre service dans leur domaine. Mais dans notre cas, c'est vrai que chez Microsoft Venture, il n'y a pas de prise de parti, pas de prise de capital, donc on n'a pas eu cette problématique de donner du capital. Et après, on a aussi toujours ce côté, on rentre dans un grand groupe, on rentre dans des process. C'est aussi du coup, ça ralentit un peu la création de la startup parce qu'on intègre ces process qui peuvent un tout petit peu ralentir, mais quand même ralentissent un peu. C'est la différence entre les grands groupes et les startups. On parlait de l'agilité. En tant que startup, nous sommes en 24 heures sur 24 dessus, et donc c'est vrai que quand on attend un email, une réponse de quelqu'un, ça peut mettre du temps et du coup nous ralentir un petit peu. C'est aussi ce... Est-ce que ça peut bloquer pour accéder à d'autres grands comptes, par exemple, je ne sais pas, si vous souhaitez démarcher SFR pour donner le troisième ou Free, est-ce que vous avez déjà eu des portes qui se sont bloquées parce que justement vous faisiez partie d'autres grands comptes? Pour l'instant, non, parce qu'on n'est pas exclusif. Il n'y a pas d'exclusivité. On ne veut pas rester exclusif, ou alors, comme toujours, une exclusivité, c'est temporaire. Le but, c'est pas se fermer. Rentrer dans un grand compte, ça ne veut pas dire se fermer, en fait. Ça veut dire juste utiliser peut-être leur service un certain temps, utiliser leur logiciel un certain temps, mais ce n'est pas s'enfermer dans un monde. Même question, est-ce qu'il y a de l'exclusivité? Je suis tout à fait d'accord. Non, il n'y a pas d'exclusivité et je pense que c'est l'intérêt des deux parties, y compris du grand groupe, parce que s'il y a une exclusivité, après il y a une start-up qui devient un peu, comment dire, totalement liée au grand groupe et c'est pas très bon, ni pour les uns ni pour les autres. Une question Hugo, est-ce que vous avez été surpris en commençant à travailler Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise en commençant à travailler avec des grands groupes, je ne sais pas, en bien comme en mal hein, d'ailleurs? Oui, j'étais surpris parce que c'est vrai qu'on se rend compte que quand on rentre dans un grand groupe, après, on est pratiquement au même niveau que des personnes assez haut placées. Je prends l'exemple, on a pu rencontrer des personnes de Nokia pour demander de l'aide sur certains produits. Ils ont été très chaleureux, répondu tout de suite. C'est quelque chose qu'on n'aurait sûrement pas eu si on n'aurait pas intégré ce grand groupe parce qu'on passe au nom d'un grand groupe. Donc c'est aussi pouvoir atteindre certaines personnes qu'on ne pourrait pas atteindre, c'est aussi ça. Je pense que l'aspect ouverture de porte est quelque chose de très important. On se rend compte surtout que les grands groupes sont très intéressés par le monde startup, ils répondent très facilement à ce monde-là. Si on parle de la question des risques, évidemment, parce qu'il y en a aussi, risque de dépendance. Est-ce que c'est pas risqué aussi de se maquer entre guillemets avec un grand groupe au risque justement que si ça ne fonctionne pas ou que si les processus sont trop longs, on ait perdu notre temps et le temps c'est la...
C'est la ressource première de la start-up? Oui, je suis d'accord. Et c'est pour ça que je disais que c'est pas notre souhait. Et je pense que c'est pas bon ni dans un cas ni dans l'autre. Alors après, on peut dire je rachète la start-up et donc à ce moment-là, on est dans un cas totalement différent. Mais quand on parle de partenariat, on est bien sur des partenariats qui ne sont pas exclusifs et dans lesquels il faut effectivement veiller des deux côtés à ce qu'il n'y ait pas de dépendance. Même question. Je suis tout à fait d'accord, mais après, je pense aussi que ça dépend de la start-up qui souhaite vraiment être rachetée ou intégrée, ou alors proposer un service à différents clients. Ça dépend vraiment de l'état d'esprit de la start-up. Si bien sûr on lui propose un financement dès le début, une prise de capital assez élevée dès le début, ça monte déjà l'esprit de la start-up, donc ça dépend aussi de ça. Et on parlait également de la vitesse d'exécution des processus qui sont vraiment diamétralement opposés par définition entre un grand groupe et une start-up. Comment est-ce qu'on fait pour revivre ça en tant que jeune entrepreneur justement? Est-ce que... Ça ralentit un peu, mais encore une fois, dans mon exemple qui n'était pas un cas généralisé, chez Microsoft Venture, on a des coachs techniques tous les jours. Donc c'est vrai que si on a une question dans ce domaine, on peut directement les voir directement sans passer par le mail. Et donc ça accélère grandement ce côté. J'attends une réponse en fait, d'aller voir la personne en vrai. Alors, une question de Amine, toujours lui. Peut-on entamer un partenariat avec un grand groupe sans être innovant technologiquement, mais sur un concept? Il cite l'exemple d'une start-up e-commerce de grande consommation positionnée sur des cibles différentes. Est-ce que la technologie prime pour vous, en tout cas, chez Orange? Non, il n'y a pas que la technologie. On peut avoir des services qui sont des services innovants sans pour autant s'appuyer sur une technologie innovante. On est ouvert. D'ailleurs, pour revenir sur l'exemple Deezer, je pense que je ne sais pas si c'est l'aspect technologique surtout qui a été important dans ce partenariat. C'est plus vraiment le concept marketing, si je puis dire. Donc, Lucien nous demande, est-ce que créer un incubateur d'un grand groupe est moins cher que de faire de la pure R&D? Vraiment, la question, on ne se la pose pas en ces termes-là. C'est-à-dire que je vois que plusieurs fois, il y a eu des questions un peu, est-ce que c'est une façon d'externaliser? La réponse est clairement non, ce n'est pas une façon d'externaliser. Mais comme je disais, on déploie beaucoup de nouvelles infrastructures, la fibre, la 4G, le NFC, qui permettent derrière l'émergence de plein de nouveaux écosystèmes. Et ce qu'on fait, c'est que on booste un peu l'émergence de ces nouveaux systèmes et on n'a pas non plus vocation à tout faire nous-mêmes. Éléonore a pris la question que je voulais vous poser. N'y a-t-il pas un risque que les grands groupes reprennent les idées des startups? C'est aussi un risque qu'on peut évoquer. Qu'ils prennent l'idée et qu'ils fassent avec quelqu'un d'autre À ma connaissance, je n'ai pas eu de retour là-dessus. C'est vrai qu'on a cette peur aussi de montrer l'idée à des grands groupes. C'est vrai qu'on aura toujours cette rapidité d'exécution comparé à un grand groupe, donc là-dessus on sera toujours premier je pense. Oui, donc ce risque est faible. Et je pense que dans mon rôle au sein d'Orange sur OSE, disons qu'on est aussi un peu l'avocat des startups pour s'assurer qu'au niveau déontologie, tout se passe bien. Et aussi, c'est vrai que des lourdeurs, il peut y en avoir, et que du coup, on puisse accélérer un peu les choses. Amine, encore lui, grand poseur de questions. On aurait dû inviter Amine ce matin. Peut-on entamer un partenariat avec un grand groupe en étant en phase de lancement dès les premiers mois? Alors vous avez intégré l'incubateur, vous étiez au lancement de votre start-up, c'est ça? Exactement, au lancement, on n'avait pas le produit, c'était sur une idée, sur un concept qui a été validé grâce à ce grand groupe. Donc je pense que valider techniquement, et je pense aussi les grands groupes regardent le groupe en fait, la synergie du groupe. Alors vous me disiez Nathalie que c'était peut-être un peu plus, qu'il fallait quand même avoir un produit, ou fallait être alors, plus avancé, c'est-à-dire dans notre programme d'accélération, effectivement, le programme d'accélération s'adresse à des startups qui ont déjà un produit, service développé, comme je le disais. On peut avoir des contacts avec des grands groupes, évidemment, avant. Je dirais que c'est du cas par cas, mais quand même, il faut arriver avec une idée aboutie, parce que si on arrive juste avec une feuille de papier et 3 lignes, ça me paraît un peu juste. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir répondu à nos questions. On va passer maintenant à la rubrique Money Time.
Money Time, la rubrique de fin de cette émission où les entrepreneurs viennent pitcher leur jeune entreprise. Aujourd'hui, nous recevons Yohan Benakoun, le fondateur de MobiPark. Bonjour Yohan. Bonjour. Alors, un petit mot sur MobiPark, qu'est-ce que c'est? Alors, MobiPark, c'est une solution qui permet d'optimiser les places de parking dans les grandes villes. Et on est parti du constat que ça devenait de plus en plus difficile de trouver des places de parking, notamment à Paris, et que c'était de plus en plus cher. Donc, parti de là, on a aussi remarqué que les places étaient sous-occupées et mal occupées, que ce soit des places de particuliers. Donc, quand on prend sa voiture pour aller travailler le matin et qu'on revient le soir, la place est libre. Elle peut servir à quelqu'un qui a besoin justement de venir travailler pas loin de chez vous. Mais c'est le cas aussi pour les parkings d'entreprise, pour les parkings d'université, etc., qui, eux, sont libres le soir lorsque les collaborateurs s'en vont, plus le week-end. Donc, on a développé une solution via une application mobile qui permet en fait de trouver des places en temps réel et au meilleur prix. Donc on va voir justement peut-être à l'écran, voilà, ce que ça donne. Ça c'est ça votre site. Donc là on a fait une recherche par exemple sur Paris parce qu'on n'a pas trouvé de place ce matin pour se garer. Et donc on trouve sur une carte toutes les places. Alors c'est des particuliers, c'est ça qui mettent leur place Alors il y a des particuliers et donc justement le thème tombe bien. Donc nous on existe depuis 1 an maintenant et on a travaillé les 8 derniers mois à discuter avec des grands groupes pour pouvoir justement proposer notre solution parce que c'est pas simplement une solution qui leur permet d'avoir une source de revenus supplémentaires, mais pour des hôtels, lorsqu'on se gare dans un hôtel, ça permet à l'hôtel ensuite de pouvoir targeter le client puisqu'on sait qu'il va sortir via le lobby, donc de pouvoir lui vendre une chambre avec un discount ou un déjeuner avec un discount. Pour les entreprises, ça permet de fidéliser la clientèle. Par exemple, si Orange a des parkings et qu'ils veulent les proposer en priorité à leurs utilisateurs, à un tarif préférentiel, c'est du coup un service différenciant par rapport à vos concurrents. Qui va détecter, alors on me pose une question, qui va détecter les places libres? Est-ce que c'est une personne sur place ou les gens doivent s'inscrire sur le site pour mettre leur place? Non, tout est fait automatiquement, donc c'est un algorithme qui a été développé. Vous n'avez plus qu'à rentrer l'adresse où vous souhaitez vous garer, vous rentrez lorsque vous arrivez, lorsque vous partez. Et puis on va vous dire exactement ce qui est vraiment disponible en fonction de votre besoin. Et alors dans quelle grande ville travaillez-vous? Adrien nous demande. Alors on a lancé la version bêta à Paris toute cette année. On a intégré depuis mi-octobre l'accélérateur Startup Bootcamp. Donc je recommande fortement de passer par un accélérateur. Alors c'était à Amsterdam, c'est ça? C'était à Amsterdam, tout à fait. On est parti 3 mois à Amsterdam, donc on a un peu bénéficié, je pense, des mêmes conditions que ce que peut offrir Orange Fab. Donc c'est-à-dire qu'on a eu 15 000 € pour vivre sur place et payer le loyer, ce qu'on appelle pizza money. Et on a surtout l'avantage principal d'un accélérateur tel que celui-ci, c'est l'ouverture au réseau, donc accès à tous les grands comptes. Et vraiment, quand je dis accès, c'est-à-dire qu'on envoie un email, on veut parler avec QPark, avec Cisco, etc. Et c'est toujours avec des gens dans les hautes sphères. C'est un retour dans la semaine avec un rendez-vous pris sur place. Donc c'est vraiment un gain de temps et ça permet par la suite aussi de pouvoir trouver des financements beaucoup plus rapidement et facilement. Le business model de MobiPark en quelques mots? Très simple. Vous mettez votre parking en ligne en tant que particulier, vous l'enregistrez, c'est gratuit. Pour les parkings d'entreprise, nous avons une équipe commerciale qui va démarcher et qui signe les contrats. En moyenne, on reverse 80% du montant payé au propriétaire du parking. C'est une commission à la transaction, en fait, si on résume. Alors, vous avez levé plus de 100 000 € je crois, lors d'une première levée de fonds, c'est ça, pour démarrer. Là, vous êtes en train, je ne sais pas si on peut le dire, non Là, on n'est pas tellement encore en mesure de pouvoir le dire, mais on est en train d'essayer de closer un complément sur ces 100 000 qui se rapproche pas très loin du million. D'accord. Barnabé nous demande, est-ce que vous recrutez? Oui. Oui, quel type activement. De profil Activement. Sales, marketing, community manager, essentiellement. D'accord. Donc, sur la consommation collaborative, là, qui était votre domaine, comment est-ce qu'on fait pour se développer? J'imagine qu'il faut être le plus rapidement global, c'est ça votre stratégie? Moi, je pense que c'est une erreur d'approche de se vendre en disant on va être global dès le départ. D'accord. Parce que honnêtement, même avec une idée telle que la nôtre où on voit qu'il y a une réelle problématique, on s'est aperçu que c'est vraiment très compliqué de lancer un business sur Internet et qu'il faut vraiment avoir les bonnes connexions. Donc avant d'être global, il faut déjà avoir une consistance, être solide
dans un pôle, et une fois que ce pôle a été validé, de pouvoir le répliquer dans un deuxième pays, donc ce qu'on fait actuellement à Amsterdam. Et une fois que c'est validé dans 2 pays, à ce moment-là, on peut du coup dupliquer de manière beaucoup plus exponentielle. Nathalie, Hugo, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des avis sur MobiPark? Non, je trouve le concept vraiment très intéressant et là-dessus, je lui souhaite tout le bonheur. Merci bien. Non, mais c'est vrai que c'est un concept très intéressant et on en parlait tout à l'heure qui est pas mal dans le vent en ce moment. Oui. C'est sûr que la problématique des parkings étant importante… on n'est pas, enfin c'est une réponse. C'était une pain comme on dit en anglais, c'est une douleur. Voilà. C'est une difficulté. On avait cette difficulté donc nous-mêmes puisqu'on venait travailler pas très loin à l'espace de coworking La Cantine et Place de la Bourse. C'est vrai que c'est ingarable. Aussi, oui. Donc du coup voilà, on a commencé à réfléchir à cette idée et donc on essaye vraiment de faire gagner du temps aux gens et de l'argent. Justement, les particuliers qui gagnent de l'argent grâce à votre service, comment est-ce qu'ils déclarent? C'est toujours la même question, hein. Airbnb se pose la même question. Comment est-ce qu'on fait pour gagner de l'argent sur ce type de service? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est légal en fait? Tout à fait. Question. Si on est propriétaire, il n'y a absolument aucune raison de ne pas le faire. Il faut juste déclarer ses revenus par contre, c'est ça la condition. Après, nous, on n'est pas responsable, c'est au particulier de lui-même faire le nécessaire et de se conformer à la loi. Et puis, si on est locataire de sa place de parking, il suffit simplement de demander l'autorisation au propriétaire avec une petite ligne à rajouter dans le contrat et puis ça devient automatiquement légal. On a une question, est-ce que vous êtes lancé seul? On s'est lancé à 2 et on a eu des petits soucis, mais heureusement qu'on était vraiment tous les deux proches. Et du coup, aujourd'hui, on s'est séparés. Ah oui? Mais il y a d'autres personnes qui ont rejoint l'équipe. D'accord, ok. Et ça fait partie des aléas justement des startups, mais un conseil, il est préférable de partir à plusieurs parce que c'est un marathon. Ça demande beaucoup d'énergie, surtout psychologique. Et vaut mieux partir, contrairement à ce que beaucoup disent, avec des gens avec qui on a déjà travaillé ou avec des gens qu'on connaît, parce que ça permet, dans les moments où tout va bien, il y a absolument tout va bien. Et lorsque ça ne va pas bien, c'est là où les liens qu'on a tissés auparavant permettent de surmonter ces épreuves-là. Alors une dernière petite question, c'est la rubrique Money Time justement où on vous donne la parole. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Est-ce que vous avez besoin d'investisseurs, de personnes? Alors investisseurs, comme je le disais, on est en train de closer ce round. Mais s'il y a des investisseurs qui ont aussi des connexions du network et qui a des synergies à faire, on sera ravis de pouvoir discuter avec eux. On ne ferme absolument pas la porte, bien évidemment. On recrute donc à plusieurs niveaux, comme j'ai pu le dire. Et puis voilà, là, il y a l'application Android qui a été lancée, l'application iPhone qui va sortir courant février. Et on est en train d'étendre le service de manière beaucoup plus globale. Donc j'encourage tous les particuliers à proposer leur parking ou à venir louer une place de parking sur MobiPark. Très bien. Merci beaucoup, Johan, d'avoir parlé de MobiPark, donc avec un Y au milieu. Hugo, Nathalie, merci à vous. Bon courage pour la suite de vos aventures entrepreneuriales. Startup sera rediffusé cet après-midi sur Décideur TV, sur Madines, sur La Tribune et sur le site de la PCE, comme d'habitude. La semaine prochaine, rendez-vous toujours à 12h30, toujours sur Décideur TV et Madines. On parlera de l'implantation de sa startup aux USA avec notamment Jérôme Leca de Scality. Très bon appétit à vous, très bonne semaine et à mercredi prochain.